Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette brève introduction à Azure Container Apps. Azure Container Apps, c'est un nouveau service d'Azure qui a été annoncé au mois de novembre 2021 lors de la conférence Ignite. Et cette solution, ce nouveau service est actuellement en preview. Alors si on regarde le descriptif sur le site web de Microsoft de ce que c'est que Azure Container Apps, vous allez voir effectivement ici construire et déployer des applications modernes et des microservices en utilisant des containers en mode serverless. Donc là, on a presque la phrase parfaite pour briller dans les soirées avec les derniers mots-clés hype du moment. Mais au-delà de ça, effectivement, la notion de serverless va venir s'appliquer dans le sens où on ne va pas avoir à gérer vraiment de l'infrastructure, donc la partie serveur sous-jacente, etc. Vous allez vous en moquer. On va bien effectivement parler de containers. On va parler de microservices, et puis globalement, en général, avec les microservices viennent les applications modernes. Partie build et déploiement, et ben effectivement, on va industrialiser tout ça. Dans un monde moderne, on ne fait plus de choses à la main, on va avoir des pipelines, et c'est une chose qu'on va voir ensemble. Donc, pour commencer, ben déjà, la première chose à voir et à savoir, c'est qu'on est ici donc, sur un service, comme son nom l'indique, qui va traiter de conteneurs. Il est basé sur un ensemble de technologies open source, hein, donc c'est des fondations qui vont servir à ce service. C'est un service relativement managé, dans le sens où on fait beaucoup de choses entre guillemets pour vous simplifier la vie des choses qui sont entre guillemets de la plomberie. Donc quand on va regarder les fondations sur lesquelles s'appuie ce service, et les principales sont celles-ci. On est tout d'abord sur une technologie Kubernetes sous-jacente à ce service Azure Container Apps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Kubernetes étant aujourd'hui l'orchestrateur de prédilection pour le déploiement de toute solution à base de containers Linux. Donc ici, on va avoir un cluster Kubernetes qui sera managé par les équipes de Microsoft. Vous ne verrez pas en fait le cluster sous-jacent, vous n'aurez pas accès à l'API server, vous ne verrez pas les nœuds associés derrière, mais il est bien présent. Ce service fait tourner des containers Linux, ça c'est un point important pour l'instant, et ce service va utiliser d'autres composants open source qui sont assez connus des gens qui font aujourd'hui du container dans Kubernetes avec différents add-ons. Donc le premier c'est KEDA. Donc KEDA en fait c'est l'acronyme de Kubernetes Event Driven Autoscaling. Donc c'est un projet en fait open source qui a déjà à peu près 1 an et demi, 2 ans, et qui permet en fait d'enrichir le horizontal pod autoscaler de Kubernetes. Donc en gros, de permettre de faire de l'autoscaling ou des règles d'autoscaling avec des éléments d'information de type événementiel. Ça peut être la longueur d'une file d'attente dans un RabbitMQ ou dans un service bus ou des choses comme ça. Et donc on fait plus uniquement de l'autoscaling par rapport, par exemple, au CPU ou à la mémoire dans des pods. Donc ça, c'est le premier composant qui va être utilisé. Alors derrière, sur quels éléments on va pouvoir baser cet autoscaling avec KEDA? Eh bien, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les scalers de KEDA. Et donc KEDA est donc open source. Beaucoup de gens ont développé des composants pour raccorder en fait, pour aller chercher de l'information de type événementiel et la gérer dans KEDA. Donc si on prend au niveau Azure, on pourra aller chercher effectivement des choses et faire de l'autoscaling en fonction de choses qui se passent dans les blob storage, Event Hub, Log Analytics, Azure Monitor, Azure Pipeline, Azure Service Bus, Azure Storage Queue. Il y a également d'autres scalers qui existent pour on va dire des solutions open source type Elasticsearch, RabbitMQ, Redis, Prometheus. Et puis bien entendu, il y a également des scalers qui existent pour d'autres fournisseurs de cloud. En l'occurrence, dans notre service manager, ici, on va plutôt s'appuyer sur les scalers qui sont liés directement à Azure, puisqu'on est dans un service manager qui est au sein de Azure. On utilise également la brique Envoy. Donc Envoy, c'est un proxy. C'est une solution en fait assez mature, assez connue, qui est donc gérée aujourd'hui par la CNCF, qui à l'origine a été créée par les équipes de Lyft et qui est utilisée également dans des solutions de type Service Mesh assez connues, telles que Istio ou Open Service Mesh. Donc là encore, produit très mature dans sa fonctionnalité. Dernier élément dans les outils open source qui vont servir de base à ce service Azure Container Apps, c'est Dapr. Donc Dapr qui est donc l'acronyme de Distributed Application Runtime, qui est en fait une solution, un runtime qui permet en gros de simplifier la gestion des environnements microservices, en gros en s'attaquant au point le plus embêtant des microservices, qui est la complexité à gérer toute la plomberie qui est autour.
Donc en gros, il va y avoir une architecture de composants, de plugins qui vont permettre finalement de simplifier la vie de ceux qui opèrent et qui, déploient des architectures de type microservices. Donc Dapper, là encore, est également un projet open source qui est désormais dans la CNCF, la Cloud Native Foundation, et qui va avoir, effectivement, c'est une API pour rendre également portable et fiable en fait des microservices. Alors si on regarde le détail de ce que c'est que Dapper finalement, sans rentrer trop dans le détail, c'est une couche d'abstraction, un runtime qui va se positionner en gros entre l'infrastructure où vous allez déployer votre application, ça peut être de l'Azure, mais ça pourrait être autre chose, et puis, les applications qui sont écrites dans différents langages. Donc Dapper aujourd'hui, heu, supporte un certain nombre de langages, ils sont cités ici, et donc il fournit, des SDK pour ces différents langages. L'idée en fait, c'est d'avoir un ensemble de composants avec Dapper qui vont, gérer, des problématiques, qu'on va avoir à gérer quand on fait du microservice, à savoir, les communications interservices, la gestion des états, la gestion des secrets, et cetera. Donc si on regarde un petit peu finalement ces différents, composants Dapper qui sont intéressants et qui nous serviront du coup par la suite, dans Azure Application App, eh bien, on va avoir des choses comme la gestion de l'état. Quand on va avoir un état, des microservices en stateful, il faut bien gérer un moment la gestion de l'état de ces services, de l'appel de service à service, du pub-sub également, parce qu'en général, quand on fait des architectures microservices, on va être sur des architectures asynchrones, où le but est de décorréler, effectivement, découpler au maximum les microservices entre eux et de passer par des bus de communication pour éviter effectivement, d'avoir le blocage lié au synchronisme. Du coup, comme on est sur des microservices, on ne devrait pas avoir de choses codées en dur, secrètes ou configurations, dans directement les conteneurs. On va les chercher lors de leur instantiation et là encore, il va falloir une gestion des secrets derrière. Et puis, bah, c'est une application, donc il y a des besoins d'observabilité derrière. Et en général, ces applications, il faut les raccorder également à des choses comme des bases de données ou autres. D'où la notion de binding. Bah, finalement, un petit peu, là, on a différents building blocks en fait qui vont servir dans ce runtime en fait, qui s'appelle Distributed Application Runtime, Dapper en version abrégée. Dernière chose, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, et du coup ça va bien aller avec la partie ici Kubernetes, Dapper en fait s'implémente techniquement sous la forme d'un sidecar. Donc ça veut dire que vous allez avoir votre microservice et puis Dapper ou les différents composants qui sont utilisés par Dapper seront mis sous la forme d'un sidecar. Tous ceux qui font du Kubernetes, du coup, ne seront pas choqués de comprendre qu'effectivement, l'ensemble sidecar plus service principal est égal à un pod qui est l'unité atomique de Kubernetes, c'est-à-dire là, le plus petit élément qu'on peut déployer, et un pod peut contenir un ou plusieurs containers. Et en général, c'est là que vont venir les architectures de type, effectivement, les patterns de type sidecar ou ambassador, en l'occurrence en Dapper, c'est du sidecar. Voilà, donc là on a les fondations, donc des solutions éprouvées qui fonctionnent plutôt bien. L'idée là encore, c'est de ne pas avoir à gérer ça de manière tout manuelle. C'est un service managé et on va essayer d'opérer pas mal de choses et de vous simplifier la vie. Tout cela va tourner sous un provider Azure qui est le provider Microsoft Web, donc c'est le même que celui des App Services, sauf qu'on va avoir une sous-branche entre guillemets qui sera la partie Kube Environnement. Alors usage commun pour ce service Azure Container Apps, déployer, vous avez des API et vous voulez déployer des endpoints, parfait, c'est bien fait pour ça. Vous voulez héberger des applications qui vont faire du process en arrière-plan, parfait. Des applications qui seront en mode event-driven, là on est complètement dans les architectures découplées, etc., parfait. Plus généralement, globalement, dès que vous allez penser à microservices, effectivement, exécuter des microservices, si vous voulez être assez agnostique finalement de la plateforme, rapidement vous allez vous orienter sur Kubernetes. Et du coup, Kubernetes veut dire faire pas mal de travail derrière parce qu'il n'y a pas que la partie purement applicative, il y a la partie infrastructure à gérer. L'idée dans Azure Container Apps, c'est justement de vous affranchir de cette partie-là et d'avoir, entre guillemets, un cluster Kubernetes managé sur lequel vous n'avez pas à gérer les montées de version et d'autres éléments pas rigolos comme ça. Donc du coup, finalement, si on comparait Azure Container Apps avec d'autres solutions de containers dans Azure, on pourrait le comparer ou le mettre à côté d'autres services qui font déjà du container, hein. Donc Azure Container Instance vous permet de prendre des containers et de les déployer sur une plateforme Docker as a Service, mais il n'y a pas derrière vraiment d'orchestration et de choses un peu évoluées, c'est très très basique comme service. Azure Kubernetes AKS, là pour le coup c'est pas un service basique, c'est relativement puissant, il y a plein d'options, c'est très granulaire dans le déploiement, mais ça nécessite de faire effectivement ce que j'appelle de la plomberie ou néanmoins de l'administration du maintien en condition opérationnelle.
La partie Azure Red Hat OpenShift, c'est un OpenShift qui inclut notamment du Kubernetes, mais pas que, qui est co-managé par Microsoft et Red Hat et qui vous permet effectivement de déployer également vos applications en container, mais qui a un coût également et puis qui est vraiment lié du coup à la solution OpenShift, parce que OpenShift, c'est pas que Kubernetes, c'est tout un ensemble de briques qui viennent dessus. Azure Cloud Spring, là, ce sera plutôt pour le monde Java, mais en fait, derrière ou sous Azure Cloud Spring, on a des serveurs Kubernetes, des clusters Kubernetes, mais là, c'est très spécifique au monde Java, alors que dans Azure Application App, Azure Container Apps, pardon. Là, on est assez générique sur les technologies. Et puis la dernière, c'est Azure Web Application Services. Vous le savez, ça fait des années qu'on peut déployer des applications web directement packagées sous la forme de containers. Donc finalement, Azure Container Apps vient se situer quelque part, on va dire, entre une app services très packagée ou un Cloud Spring très packagé, et puis des choses où il y a un peu plus d'infrastructures à gérer, comme Azure Kubernetes Service ou Container Instance. Donc ça vient répondre à certains besoins, principalement de se dire, je vais me focaliser plus sur mon application et moins sur la partie infrastructure, tout en gardant quand même quelque chose d'assez agnostique. D'où la notion d'ailleurs de Dapper. Alors maintenant, il faut connaître un petit peu les concepts qu'on va manipuler en fait dans Azure Container Apps. Donc le premier concept, c'est la notion d'environnement. Donc un environnement, en fait, dans Azure Container Apps, c'est une limite de sécurité qui va en gros correspondre techniquement derrière, même si vous n'allez pas le voir, à un virtual network. On associe également un environnement, un puits de log, un Azure Log Analytics Workspace. Et puis globalement, retenez qu'un environnement sert en fait à communiquer, à permettre à des applications de communiquer entre elles. Donc généralement, si vous avez une application composée d'un ensemble de microservices, tous ces microservices seront déployés au sein du même environnement dans Azure Container Apps. Et ça veut dire que toutes ces applications, tous ces microservices vont tourner sur le même virtual network et donc seront ensemble. Voilà. Alors, si on il y a des beaux schémas dans la documentation. Si on regarde ça, finalement, on vous dit voilà, l'environnement est une frontière d'isolation pour une collection de container apps. Donc effectivement, imaginez vos X microservices, et puis vous dites voilà, chaque application en container va être placée dans cette bulle qui est un environnement. Ensuite, on a la notion de containers. Alors jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Les containers qu'on va déployer dans Azure Container Apps seront des containers sur base Linux, pouvant provenir soit d'une registrie publique, soit d'une registrie privée, comme une Azure Container Registry. Et puis, ces containers qui vont être exécutés sur ce Kubernetes que vous ne voyez pas, mais qui est présent, si le container crash, il sera automatiquement redémarré. Ça, c'est dans la philosophie du service. Sur ces conteneurs, on va définir des memory requests et des CPU requests. Donc en gros, c'est le minimum dont ces containers ont besoin pour bien fonctionner et démarrer. Ceux qui font du Kubernetes ne seront pas choqués. C'est exactement ce qu'on doit faire dans les bonnes pratiques de Kubernetes, à savoir dans les manifestes YAML de déploiement, de préciser effectivement pour chacun des containers quelle sera la mémoire demandée, request, et quel sera le processeur demandé. Donc au passage, dans Azure Container Apps, on a 4 patterns, 4 possibilités par rapport à ce paramètre-là. On va aller de 0,5 vCPU à 1 Go de RAM, 1 vCPU, etc. Donc là, en gros, on a des gabarits. Aujourd'hui, pour l'instant, on a que ces gabarits-là, sachant que dans la preview, on a les 3 premiers, le 4e n'est pas encore dans la preview à ma connaissance. Mais donc voilà, on devra prendre ces couples-là, ces combinaisons, et qu'on va associer finalement à ces applications containers. Alors retenez que comme on a du Kubernetes derrière, un groupe de conteneurs est égal à un pod qui est l'unité atomique du Kubernetes. Et donc ça veut dire que pour un groupe de conteneurs, on va partager un même volume ou du même disque dur et une même adresse IP. Donc attention également sur l'affectation des numéros de port. La problématique est la même que dans le monde Kubernetes, il n'y a pas de différence là-dedans. Point important également, dans Azure Container Apps, on ne peut pas exécuter des conteneurs en mode privilégié. Donc ça, pareil, ça fait partie des bonnes pratiques de Kubernetes, d'éviter d'avoir des containers qui vont tourner en mode privilégié. Donc là, pour le coup, dans le service Azure Container Apps, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis dans Azure Container Apps, on va voir dans les concepts la notion de révision. Donc les révisions, en fait, ça correspond en fait à des déploiements. Donc l'usage derrière, en gros, c'est de dire, je vais déployer une version de mon application, ce sera la première révision, et puis après j'aurai peut-être une nouvelle version de l'application, deuxième révision, troisième révision, etc.
Donc les révisions, on les utilise pour, soit pour switcher d'une version A à une version B, en faisant des déploiements vert bleu. Donc je déploie en parallèle mes deux workloads, enfin mon nouveau workload dans la nouvelle version, puis après je switch mon réseau. Je l'utilise pour faire du canary deployment, de l'A/B testing, etc. Donc c'est à ça que vont servir les révisions. Pour faire l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir dans un web app, ça correspond en gros à des slots de déploiement. Et puis sur ces révisions, on aura des scaling rules qu'on va aller voir tout à l'heure. Ces applications, il va falloir gérer, qu'on va déployer, ces microservices, il va falloir gérer leur life cycle, c'est-à-dire leur cycle de vie et leur évolution. Donc là, j'ai commencé à parler des révisions derrière, mais globalement, dès qu'on va prendre une nouvelle révision, une nouvelle application, qu'on va la déployer, eh bien, quand on va déployer cette application, elle sera dans une révision dite active. D'accord ? Et puis ensuite, eh ben, on va pouvoir la mettre à jour. Donc la mettre à jour, c'est-à-dire relancer une nouvelle version de l'application. Donc là, on aura la révision 1 de l'application, la révision 2 parce qu'il y a eu une mise à jour entre-temps. Pour l'instant, les deux sont actives et les deux vont potentiellement être adressés par les clients au travers des mécanismes de load balancing. On va le revoir juste après. Si à un moment donné, finalement, la révision 2, qui est la nouvelle version, vous convient que la révision 1 n'est plus nécessaire, vous pouvez la rendre inactive et donc la désactiver. Vous allez la rendre inactive ici et donc il n'y aura plus que la révision 2 qui sera disponible. Et puis à la fin, finalement, on l'a désactivée, elle est toujours présente, mais elle est désactivée. Après, on va carrément l'arrêter. Et là, ce sera un shutdown. Donc en gros, ici, quand on va désactiver une révision, le conteneur est arrêté. Mais sinon, on peut également arrêter soi-même certaines applications, soit parce qu'effectivement la révision a été désactivée, soit parce qu'il y a eu un scaling qui est descendu jusqu'à... on a réduit la voilure, donc le nombre d'instances et de réplicas, soit on a supprimé simplement l'application. Voilà. Donc les révisions, pour revenir sur le principe, au sein d'une même application conteneurisée, on pourra avoir plusieurs révisions. Et donc chaque révision correspondra, on va dire, à un ensemble de pods. On parle de microservices, donc ça veut dire que chaque déploiement, entre guillemets, ou chaque microservice va être indépendant en termes de scaling, de versionning et d'upgrade. On l'a bien vu ici, quand je vous ai parlé des révisions. Là, ici, Container App 1, c'est le premier microservice. Container App 2, c'est le deuxième microservice. On peut avoir autant de révisions qu'on veut sur chacun des microservices. Et on gère chaque microservice dans sa scalabilité de manière complètement indépendante. Donc, on pourrait avoir 3 instances de la révision 1, une instance de la révision 2, 10 instances de la révision 1 de l'application 2, etc., etc. Donc là encore, pour ceux qui connaissent Kubernetes, ça ne va pas vous choquer, ça correspond à des deployments, donc l'objet deployment différent avec des réplicas derrière qui sont également différents. Si on parle de microservices, du coup, effectivement, on doit avoir un mécanisme de service discovery, ce qu'on va fournir parce qu'il y en a déjà également dans Kubernetes. Et puis, donc, ces microservices-là, on va avoir cette intégration avec Dapr. Donc là encore, Dapr n'est pas spécifique à Kubernetes, mais peut parfaitement s'appliquer dans le cadre de Kubernetes, et c'est pour ça justement qu'on s'est appuyé là-dessus. Voilà, donc là je vous ai parlé effectivement des révisions, du déploiement, du scaling. Maintenant on va aller voir un peu plus dans le détail la partie effectivement scalabilité. Alors du coup maintenant on va parler un peu de scalabilité. Donc ici on va avoir des microservices. Quand on fait du microservice et qu'on est dans une approche, on va dire cloud native, on fait la scalabilité par de la scalabilité horizontale. Donc en l'occurrence en rajoutant des instances, ce qu'on sait très bien faire dans du Kubernetes. Donc on est sur du scaling, de l'élasticité horizontale par ajout d'instances pour grossir, scale out, et puis réduction du nombre d'instances quand on a moins de besoin avec du scaling. Donc les critères pour faire cette élasticité pourront être les suivants. Donc on peut être basé simplement sur du trafic HTTP, auquel cas ici effectivement on va s'appuyer sur un nombre de requêtes concurrentes. Et dès qu'on va dépasser cette métrique de requêtes concurrentes, eh bien en gros on va rajouter des instances. Donc là, par défaut, dans les valeurs qu'on a mis, nous, c'est dès qu'on dépasse les 50 requêtes concurrentes sur une instance, eh bien on va en rajouter une nouvelle, d'accord ? On peut être basé tout simplement sur des choses assez classiques, telles que la charge de CPU ou la charge sur la mémoire. On peut être également sur de l'event-driven processing, et puis globalement au sens large sur n'importe quel scaler supporté par KEDA, donc
dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est effectivement, on pense tout de suite au scaler dans Azure, mais éventuellement, pourquoi pas à s'appuyer sur d'autres scalers si l'architecture applicative utilise plusieurs briques, des briques open source et peut-être des briques d'autres fournisseurs de cloud, pourquoi pas. Dans les règles de scaling, globalement, on va s'appuyer sur des réplicas. Les règles de scaling vont en général permettre de définir le minimum de réplicas et le maximum. Ça, c'est ce qu'on fait en général quand on fait de l'autoscaling, on va dire le minimum et le maximum. Et tout ça, en fait, va simplement gérer un objet réplica, qui est connu de ceux qui font du Kubernetes, et donc le nombre. Donc le nombre de réplicas pourra aller de 0 ou 1. Alors 0 si on utilise effectivement Keda, parce que Keda en fait c'est faire un scaling à 0. Et donc du coup, si on n'utilise pas un composant applicatif et qu'il n'y en a pas besoin, on est capable de tout arrêter, ce qui est bien en termes d'économie. 1 quand on a d'autres types de scalers qui eux donc nécessitent d'avoir au moins une instance. Le maximum de réplicas aujourd'hui est fixé à 25 dans la documentation. Dans la preview, en fait, on serait plutôt aux alentours de 10, mais là encore, on est sur une preview aujourd'hui. Donc ça, c'était la partie scalabilité horizontale et comment on va gérer ça. Alors, du coup, on va avoir des applications qu'on va déployer et maintenir à jour. On va pouvoir, alors avant de rentrer là-dessus, on va aller voir un petit peu déjà comment on va déployer ce fameux service. Donc le service, on peut le déployer par le portail d'Azure. Si vous faites une recherche dans Azure Container App, vous allez ici avec Create, vous allez avoir des options pour créer tout ça. Alors aujourd'hui, l'assistant fonctionne. La documentation est plutôt basée sur la CLI d'Azure, mais on peut le faire effectivement par le portail en choisissant dans quelle ressource groupe, quel sera le nom de l'application, dans quel environnement elle va exister. Donc au préalable, effectivement, il faut penser à créer ou alors le faire par les assistants ici, un puits de log qui correspond à l'environnement et créer ensuite l'environnement. Une fois qu'on a le puits de log et qu'on a créé l'environnement Container App, on va pouvoir du coup déployer l'application dessus. Donc ça c'est la première méthode pour faire ça. On peut le faire, et c'est recommandé de le faire avec de l'Azure CLI. Aujourd'hui il y a pas mal d'options. Vous avez d'ailleurs des très bons tutoriaux, je vous mettrai les liens vers cette carte où vous pourrez donc du coup cliquer sur la carte pour aller déployer tout ça. À noter, c'est que ça va passer par une extension. Ici, on est sur une preview, donc il va falloir installer une extension à la ligne de commande AZ et réenregistrer le provider Microsoft Web. Ensuite, le déploiement est relativement simple. Vous créez votre ressource groupe, vous créez un environnement ici. Donc, vous allez créer l'environnement et donc lui faire passer les informations sur l'ID du workspace Log Analytics et sa clé d'utilisation. Et ensuite, vous pouvez déployer votre application ici simplement. Donc là, l'exemple est très simple. Enfin, le premier exemple, c'est bien de commencer par un exemple simple. Il va juste simplement aller déployer dans l'environnement une nouvelle application basée sur une image, un Hello World, avec un accès avec un ingress. Voilà. En fait, ça c'est relativement simple. Enfin, juste déployer un conteneur, c'est pas ça qui devient intéressant. C'est plus intéressant quand on a vraiment beaucoup plus de composants que simplement juste une image comme ça. Mais c'est bien pour commencer. On va pouvoir, pour les choses un peu plus complexes, utiliser la partie ARM ou la partie Bicep. Donc ARM, Azure Source Manager. Donc vous avez un template derrière qui va vous décrire un petit peu comment on déploie une application. Alors vous en avez un exemple ici. Donc un template ARM tout à fait classique en JSON dans lequel vous précisez effectivement que vous allez déployer quelque chose dans Container Apps. Donc il y a deux éléments, le cube environnement et le Container Apps. Et puis là, vous allez donc déployer une nouvelle application avec des secrets, je vais en reparler tout à l'heure, qui sera effectivement externalisée sur le port 80 et sur lequel effectivement on envoie tout le trafic à 100% sur cette version-là, parce qu'on n'a qu'une seule révision au départ. Et donc on crée ici une révision, et là on prend l'image Nginx, et puis on donne ici les ressources avec les requests et les mémoires dont j'ai parlé tout à l'heure, et également on donne ici le scale, minimum et maximum en termes de réplica. Donc là, c'est pas ce qui est le plus excitant quand on a déjà fait du Kubernetes et qu'on a l'habitude de manipuler du YAML. Donc la bonne nouvelle, c'est que il y a également une spec en YAML qui existe, donc on peut faire l'équivalent de ce que je vous ai montré en JSON, mais sous la forme de fichier YAML, ce qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur un manifeste Kubernetes, mais qui n'est pas exactement un manifeste Kubernetes. Remarquez ici, il n'y a pas la présence de l'API utilisée pour Kubernetes. Et donc, on est sur quelque chose qui est quand même spécifique à ce service Azure qui est Azure Container Apps. Au passage, il n'y a pas encore les spécifications, le schéma de la configuration YAML. Bon, il n'y a pas tout encore, on est en preview, mais vous pouvez être assuré que par la suite, vous aurez effectivement la capacité de venir avec des manifestes YAML.
On peut le faire également avec du Bicep. Donc certains l'ont fait, l'ont même documenté. Je vous mettrai les liens. À partir du moment où on sait faire quelque chose en ARM, on sait le faire en Bicep. Donc on peut déployer également avec Bicep, qui est un DSL au-dessus d'ARM, et donc plus lisible que du JSON. On peut également déployer de l'Azure Container App. Et puis j'ai également trouvé des gens chez Pulumi qui ont utilisé simplement les API en REST et qui derrière, effectivement, ont fait le déploiement d'un Azure Container Apps avec les langages qu'on connaît, à savoir dans Pulumi. Et là encore, je vous mettrai les liens pour regarder tout ça. Alors, quand on va déployer une application, au-delà de choisir ici une solution pour la déployer, on va également associer des secrets en général à l'application. Donc les secrets sont vraiment scopés à une Azure Container App. Et puis, ces secrets seront appliqués, alors soit lors de la création d'une nouvelle révision ou lors du déploiement initial, soit lorsque vous allez choisir de redémarrer une révision existante, auquel cas les changements seront appliqués. Donc si vous changez les secrets et que vous ne faites pas un nouveau déploiement ou un redémarrage, les secrets ne seront pas appliqués au sein de la configuration applicative. Ensuite, pour mettre à jour l'application, eh bien, on peut le faire, là encore, avec les outils que j'ai parlé au-dessus. Si on prend par exemple la ligne de commande AZ, on aura une commande AZ Container App Update. Et ensuite, on va pouvoir également gérer le splitting. C'est-à-dire que si je fais une mise à jour applicative, ça veut dire que je vais déployer une nouvelle révision. Et donc ensuite, je vais devoir choisir comment orienter mes flux réseau. Est-ce que je les envoie vers la version 1 de l'application, vers la révision 1 de l'application? Est-ce que je l'envoie vers la révision 2, etc. Et là, on va utiliser donc du traffic splitting. Le traffic splitting va consister simplement à avoir l'utilisateur qui va arriver. Ici, on va avoir un composant dans Azure Container Apps qui est le ingress, qui est un ingress, donc un reverse proxy, et en fonction de la configuration que vous aurez définie sur le split du trafic, va envoyer le trafic vers la révision 1 ou l'autre révision. Voilà. Donc le composant ingress ici dont on parle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Envoy, mais en fait il sera piloté simplement par les API d'Azure Container Apps. Sur les révisions, là encore, quand vous aurez fait des nouveaux déploiements, des mises à jour, vous aurez une liste de révisions que vous pourrez vérifier. Vous pourrez là, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la révision, redémarrer une révision, l'arrêter ou la supprimer carrément. Et puis donc pour mettre à jour les applications, on va également pouvoir utiliser les mécanismes fournis par Dapper. Et donc là, c'est une gestion un peu, là encore, différente, sachant qu'il y a des très bons labs qui ont été mis. Donc là, je vous ai mis un tutoriel, par exemple, qui dit comment déployer Dapper dans Azure Container Apps en utilisant Azure CLI. Et donc là, vous avez un exemple d'application qui va être déployée. Tout à l'heure, je vous parlais également de Sidecar. On est complètement là-dedans. Donc oui, on a une première Container App ici qui inclut un Sidecar Dapper. Et une container app, en gros, correspond à un pod, donc on peut avoir plusieurs containers. Et donc voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas surtout à faire ce petit assistant. Bien entendu, quand on parle d'applications modernes, on ne peut pas omettre l'automatisation. Donc déploiement continu, c'est possible avec cette solution. On va s'appuyer pour cela sur 3 composants aujourd'hui, en tout cas tels que définis dans la preview. On va prendre GitHub pour faire un repo et pour faire également des pipelines. Donc on va utiliser des workflows GitHub et donc des GitHub Actions. Et donc on a des GitHub Actions pour publier du coup les nouvelles révisions. Donc j'ai du code qui change du point de vue applicatif, je rebuild une nouvelle version de l'application. Et une fois que j'ai une nouvelle version de l'application, donc une nouvelle image qui est publiée dans mon Azure Container Registry, je prends cette image et je la publie sous la forme d'une nouvelle révision dans mon Azure Container App. Donc du coup, vous avez même en fait derrière, et j'encourage à regarder la ligne de commande, AZ Container App, GitHub-Action avec le -h pour avoir l'aide. Et vous verrez qu'on peut faire pas mal de choses et que ça a été prévu effectivement, Azure Container App, ça a été prévu pour fonctionner avec GitHub et GitHub Action. Comme ensuite on va avoir des pipelines qui vont aller déployer des choses dans un environnement Azure, il vous faudra bien entendu fournir également un service principal qui aura le droit de faire des opérations dans l'Azure Container Apps. Donc si on publie des révisions avec GitHub Action, en gros comment ça va fonctionner? Vous allez avoir un repo qui sur modification va déclencher un pipeline, qui va builder du coup un nouvel artefact qui sera donc une nouvelle image de container de vos applications effectivement qui sont vos microservices. Et l'arrivée du coup d'une nouvelle image de container dans la registry va déclencher la création d'une nouvelle révision dans Azure Container Apps.
Partie monitoring, on a un Azure Log Analytics Workspace, donc on va avoir pas mal d'informations. Et puis, il n'y a pas d'app de log spécifique applicatif, parce qu'en fait, tout va être envoyé dans l'Azure Monitor Workspace. Partie réseau, comment on accède à ces applications-là qui sont stockées ou exécutées dans Azure Container Apps? Eh bien, simplement, on va passer par un ingress controller, donc on l'a vu tout à l'heure dans le schéma. Donc cet ingress controller, dans ses caractéristiques, eh bien, il va supporter, parce que c'est du Envoy derrière, donc des terminaisons TLS. Et donc par défaut, ce sera une terminaison en TLS 1.2. Il supporte de l'HTTP 1.2 ou HTTP 2. Et puis par défaut, il va exposer les ports 80 et 443. Notez que si vous avez les deux ports ouverts, il va essayer par défaut de prendre les requêtes qui arrivent sur le port HTTP et de les rediriger sur le 443 parce qu'on est en 2021, bientôt 2022, et que du coup, il faut arrêter de faire de l'HTTP normal. Voilà. L'ingress peut être utilisé par des endpoints externes. Donc ça veut dire que vous allez vous connecter directement, depuis Internet, vous allez avoir un FQDN. Donc les FQDN sont ici, en fait je vais les remontrer parce que je les ai mis là, voilà. Donc l'FQDN de votre application sur Azure Container Apps, ce sera le nom de l'application avec un identifiant unique, le nom de la région Azure, et puis derrière le Azure Container Apps.io. Charge à vous ensuite de faire un CNAME si vous voulez un nom plus sympa. On peut également choisir d'exposer ces microservices ou les applications qui tournent sur Azure Container Apps en interne, auquel cas ici le FQDN sera un peu différent, ce sera app.name.internal, unique identifieur, région, et ensuite Azure Container Apps.io, et à noter du coup que le trafic ne sera autorisé qu'à l'intérieur, qu'au sein du réseau virtuel associé. Test de tout ça, je vous ai déjà montré qu'on a pas mal de petits tutoriaux assez sympas. Donc il y a des tutoriaux pour déployer le tout sur Diaper. Vous avez également des petits tutoriaux assez sympas ou un peu plus compliqués, comme par exemple le Container App Store Microservice, qui là pour le coup est un ensemble de microservices qui va simuler en gros un magasin en ligne avec les différents composants tels que le panier ou le frontal web. Et ça vous permet de jouer un petit peu avec une application un petit peu plus complexe qu'un simple Hello World avec l'applicatif. Que dire de plus? Sinon, oui, dans le portail, quand vous aurez créé vos éléments, donc ici, vous voyez que j'ai déployé mon Azure Container App dans un resource group particulier. Du coup, ici, j'ai mon puits de log, parce qu'effectivement, lié à un environnement, on a un puits de log. J'ai un environnement ici, qui est donc associé à un Kubernetes qu'on ne voit pas, mais voilà. Donc l'environnement me permet de savoir combien j'ai d'applications déployées sur cet environnement. Donc là, j'ai pour l'instant un truc relativement simple. Et puis, si on regarde une application aujourd'hui, dans l'UI du portail, vous avez un détail effectivement sur le nom de l'application. Vous avez l'URL qui est associé. Et puis, vous avez également le puits de log et l'environnement associé derrière. Que dire de plus? Cette application, c'est à ce niveau-là qu'on va gérer les secrets. Donc les secrets sont des clés valeurs, je l'ai montré tout à l'heure. Et c'est ici également on va gérer la partie ingress. Vous allez choisir de l'activer ou de le désactiver pour la partie HTTP endpoint et de le rendre visible soit à l'intérieur, soit à l'extérieur avec le numéro de port qui est associé derrière. Techniquement, ça vous déploiera effectivement, ça va utiliser un envoy derrière. Mon application ici, mon Hello World fonctionne, rien d'extraordinaire là-dessus. Vous voyez, on retrouve le nom ici avec ce fameux UID, identifiant unique qui est généré. Et là, j'ai déployé sur Canada Central. Dans la documentation, on vous indique d'autres régions où la preview fonctionne, est censée fonctionner, comme West Europe ou East US 2. Je n'ai pas pu le faire dans mon cas, mais en tout cas sur Canada Central, ça marchait plutôt bien. Dernière chose, déploiement continu. Là encore, tout a été fait pour vous simplifier la vie. On vous demande effectivement d'associer votre compte GitHub ici et le repo qui est associé. Ensuite, vous choisissez une Azure Container Registry qui sera l'endroit où sera stocké l'artefact généré par les pipelines. Donc on peut choisir ici une ACR. Alors, il faut avoir les droits également de se connecter. On vous dit attention, là, il va bien falloir donner des droits en disant tel service Azure a le droit d'aller voir la CR, ou GitHub a le droit d'aller voir la CR au travers d'un service principal. Et puis là, ensuite, vous allez donner le nom de l'image et sa localisation derrière. Donc vous avez précisé la localisation du Dockerfile, et c'est en fait en trouvant ce Dockerfile que le pipeline de build va builder l'image applicative pour la pousser dans la CR.
Et bien entendu, pour faire le déploiement continu, il vous faut du coup un service principal que vous aurez généré dans l'Azure Active Directory, que vous donnerez ici au pipeline. Et une fois que vous aurez fait Start Continuous Deployment, il va aller comme un grand tout seul vous créer les fichiers YAML de workflow pour la partie intégration et déploiement. Ensuite, sur une même application, vous pouvez voir effectivement les différentes révisions, donc les différentes versions qu'on peut avoir d'un microservice. On peut voir ici les sessions inactives si on en a. C'est ici qu'on va gérer le trafic, le splitting, la répartition des flux si vous avez plusieurs révisions qui sont en cours. Et si vous créez une nouvelle révision, eh bien c'est là où vous allez choisir l'image du container, c'est là où vous allez choisir la partie scalabilité, combien de réplicas vous voulez avoir, entre 1 et 10, les règles de scalabilité, donc avec le nom d'une règle et le type de scalabilité, est-ce qu'on va être basé sur des nombres de requêtes HTTP, sur une file d'attente ou sur d'autres choses. Et c'est ici que vous allez préciser également si vous utilisez une application qui est dapperisée. Voilà. Que dire de plus? Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vérifie que je n'ai rien oublié ici. Après, vous pouvez choisir également le mode de révision si vous voulez avoir donc, plusieurs révisions simultanées, auquel cas vous allez gérer vos trafics splittés, ou si vous voulez avoir une seule révision à un moment donné, et là du coup on se rapproche un peu de la mécanique du deployment slot qu'on peut avoir par exemple dans les web apps. Voilà, ce petit tour, cette brève introduction à Azure Container Apps se termine. Alors, se terminera juste quand j'aurai parlé quand même du prix. Donc, on est sur une approche qu'on a vue tout à l'heure qui était de type serverless. Ça veut dire que la partie pricing va être une partie pricing très serverless également, dans le sens en gros où on va facturer, qu'est-ce qu'on va facturer dans Azure Container Apps? On va facturer le nombre de total de requêtes qui sont exécutées tous les mois et la consommation mesurée en vCPU et en giga de RAM en fait par seconde. Tout ça, néanmoins, retenez qu'il y a un free grant par mois, donc il y a, on va dire, une certaine consommation qui est gratuite, et puis au-delà de cette consommation, on va commencer à payer. Le free grant, il est de combien? Il est de 2 millions de requêtes par mois. Il est de 180 000 vCPU seconde, 360 000 gigas de RAM seconde. Donc ça représente à peu près 100 heures. Et ça représente 50 heures. Voilà. Donc là déjà, ça permet largement de tester la fonctionnalité, le service. Si c'est un petit service, du coup, c'est pas mal pour commencer. Et puis quand vraiment on aura du besoin, c'est là où on rentrera dans ce mode de facturation. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous mets le lien dans la description pour accéder à cette mind map. Je vais vous la mettre en ligne et cliquable. Donc, ce sera une image cliquable. Et puis, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.